Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'écouter François. Les individus sont-ils encore libres? Aujourd'hui, en France, nous allons avoir une grande discussion avec notre invité du jour sur le totalitarisme, surtout un sujet qui arrive à point nommé, puisque ce jeudi 16 mars, le 49.3 va être utilisé, c'est ce qui a été annoncé par le Premier ministre Elisabeth Borne sur le sujet des retraites, malgré des millions de personnes dans les rues après de multiples manifestations en janvier, en février, même sur ce mois de mars. Donc nous allons pouvoir parler de ça avec quelqu'un de très intéressant puisqu'elle est normalienne, philosophe, psychologue, clinicienne, docteur en psychopathologie et auteur de nombreux ouvrages. Le CV est long pour Ariane Biéran. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Romain, merci beaucoup pour l'invitation. C'était un plaisir. J'ai une première question. Je voudrais que l'on revienne sur pourquoi vous êtes penché en tant que psychologue, en tant que philosophe, sur ces thématiques-là. Avant ma première question, tout d'abord, voilà, quelles ont été vos motivations à aller sur ces sujets-là, qui ne sont pas des sujets anodins? Euh, Absolument. En fait, ce qui n'est pas anodin, c'est que ça survienne dans nos vies aujourd'hui. Disons que depuis toute petite, moi, je suis née dans une banlieue compliquée. J'ai vécu en cité du 93, donc j'avais une famille assez dysfonctionnelle. Voilà, donc j'avais déjà beaucoup de questions toute petite sur les abus de pouvoir, sur les exclusions, pourquoi on exclut certaines catégories de population. Pourquoi il y a du harcèlement sur des catégories d'immigrés, enfin des choses que j'ai vues. Et puis j'ai aussi été assez vite balancée dans des univers très, très hétérogènes entre le très bas des classes sociales et le très haut des classes sociales. C'était un parcours un peu bizarre dans ma vie, mais qui est aussi lié à ma trajectoire familiale. Et donc, assez rapidement, j'ai intégré Normal Sup à l'époque en lettres classiques et philosophie morale et politique. Donc, je m'intéressais déjà à la question du totalitarisme du point de vue de la philosophie politique et de la maladie de civilisation, puisque j'ai fait un DEA de philo sur la maladie de civilisation chez Nietzsche, c'est-à-dire comment est-ce que des civilisations tombent malades. Et puis ensuite, comme je me suis dit que la philosophie, ça ne suffisait pas, il fallait expérimenter les choses sur le terrain de la vraie vie. Je suis partie en psycho, donc j'ai fait tout le cursus de psychologie clinique. Je veux savoir comment ça fonctionne dans la tête des gens et, et- et avec cette question finalement qui ne m'a jamais quittée, comment est-ce possible que des gens tout à fait normaux basculent et deviennent des criminels dans certaines circonstances, d'ailleurs sans avoir aucune conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Donc, c'était une question tout à fait primordiale pour moi. Donc, j'ai travaillé en psychiatrie lourde, j'ai fait un doctorat sur la psychose et puis j'ai aussi rapidement basculé dans l'entreprise. Et alors, c'est là que j'ai acquis ma plus grande connaissance des coulisses, des égouts et des poubelles de l'esprit humain, des doubles faces, des gens que tout le monde idolâtre et puis qui, par derrière, sont absolument d'affreux salauds. Et tout ceci, donc pendant des années, j'ai audité, expertisé dès qu'il y avait une plainte de harcèlement, que ce soit pour la justice. Je travaillais dans les prisons. Enfin, j'ai vraiment besoin de comprendre ce qui se passait dans les coulisses de la noirceur de la nature humaine. Donc, je n'ai pas été déçue du voyage. Et donc, je me suis intéressée. À l'époque, j'avais déjà publié des livres sur la manipulation, sur le harcèlement. En 2010, j'étais au Canada à faire des conférences à l'Université de Montréal pour les médecins, etc. J'avais une expertise qui était reconnue. Et puis, comme c'est un travail extrêmement éprouvant, un travail d'auditeur, surtout sur ces questions, c'est-à-dire on vient et on ouvre les poubelles, hein, donc c'est quand même avoir une certaine capacité hein, à voir et entendre certaines choses. Mais au bout d'un moment, j'ai fait mon propre burn-out en fait en 2013 et j'ai arrêté ce métier. Et, euh, et ceci étant, donc pendant des années, je me posais la question d'un phénomène que j'avais appelé à l'époque la contagion délirante, c'est-à-dire comment finalement un individu se laisse contaminer par certains discours, et comment des collectifs qui allaient tout à fait bien, parce que j'en ai vu plein en entreprise, des moments de grosses entreprises, ça se passait très bien, etc., d'un jour à l'autre, parce qu'il y a quelque chose qui se passe, les gens deviennent des fous furieux et deviennent de véritables soit harceleurs, et arrivent à commettre des choses vraiment qui ne leur ressemblaient, dont moi-même je n'aurais jamais cru qu'ils seraient capables. Donc, à l'époque, ça n'intéressait quand même personne, ce sujet, faut quand même le dire. Et donc, ceci étant, quand est arrivée donc la pandémie pandémie
la pandémie politique au printemps 2020. Au début, j'ai été un petit peu sidérée, et puis au bout d'un moment, j'ai quand même repris mes anciens réflexes professionnels d'observer, de me mettre en mode d'observation des processus que j'observais déjà à l'époque dans les entreprises pour voir quand est-ce que il y a des dysfonctionnements au niveau du collectif. Et là, effectivement, j'ai commencé à repérer absolument tous les mêmes mécanismes. Alors, je n'étais pas naïve sur l'OMS, puisque j'avais écrit en 2017 un livre qui s'appelle L'imposture des droits sexuels, ou la loi du pédophile au service du totalitarisme mondial, donc titre que personne n'a compris à l'époque. J'espère qu'il va commencer à être un peu plus compris. Simplement, j'avais mis le nez dans les textes de l'OMS sur le programme dit de santé sexuelle 2017-2030, qui fait partie de l'agenda 2030 et qui concerne ce qui s'appelle les droits sexuels. Les droits sexuels, c'est... Alors, normalement, l'essence du droit, c'est de protéger l'intégrité des individus ou sa fonction. La justice, elle est là pour protéger l'intégrité des individus, en particulier le droit pénal. Et là, d'un coup, on avait un contresens sur le terme de droit. En fait, c'est un droit à jouir, c'est un droit à la jouissance, c'est une jouissance à exercer ses droits en matière de sexualité. Donc, en clair, on passe d'une protection des victimes à un droit des prédateurs de s'éclater dans toute leur perversion. Et pour le dire très brièvement. Donc, j'ai abordé le sujet par la question des enfants, parce qu'on verra effectivement que la dérive totalitaire, elle s'en prend toujours aux enfants, mais on pourra aborder ce sujet-là sur l'ensemble des personnes vulnérables, puisque c'est des droits à la sexualité, à exprimer tous ces désirs sexuels sur n'importe qui, en fait. Si on résume de façon, je dirais, même presque pas caricatural ces textes. Donc, simplement, donc j'étais pas naïve sur l'OMS. Je n'ai pas eu à me défaire d'une illusion au regard de l'Organisation mondiale du scientisme. Alors, quand vous voulez dire, donc, qu'on comprenne bien, donc, quand vous dites que vous n'êtes pas naïve sur l'OMS, vous parlez de potentiellement d'une volonté d'avoir orchestré les politiques sanitaires depuis 3 ans? D'une volonté de prise de contrôle sur les populations, ça c'est certain, de façon très intentionnelle, et d'avoir utilisé le prétexte sanitaire de la santé ou l'idéal de la santé pour le faire, bien entendu. Alors, La France a donc, vous le pouvez le dire aujourd'hui, a été manipulée par l'OMS notamment, comme d'autres pays. c'est plus qu'une manipulation. À l'époque, en 2017, j'avais fait ressortir des contrats, les contrats qui existent entre les États et l'OMS, et qui signent l'allégeance des États à l'OMS. Et c'est très important à comprendre pour ces fameux droits sexuels. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, on reçoit beaucoup d'alertes. Mes collègues psy reçoivent beaucoup d'alertes parce que dans les écoles, évidemment, ce grand programme est en grand déploiement. Donc, je renvoie, peut-être qu'on pourra en parler, enfin, le mettre en lien, à un courrier de ma collègue Amandine Lafargue, qui a reçu notamment beaucoup de plaintes de collègues et des témoignages sur des enfants d'école maternelle et élémentaire qui sont très choqués par des enseignements qui leur arrivent sur la fellation, la sodomie, le sexe par les fesses et compagnie, de la part de leurs instituteurs. Ça correspond au programme de l'OMS, donc moi, je n'ai aucune surprise là-dessus. Ce programme de l'OMS passe par les ministères de la Santé et sont extrêmement délétères. Alors, si on parle juste de ce sujet que je connais très bien, pour l'avoir étudié à fond dans tous les textes officiels, moi, ma source, ce sont les textes officiels, je n'ai pas d'autres sources, simplement là, j'amène des éléments de témoignage de terrain. Eh bien, les références scientifiques de l'OMS sont extrêmement problématiques. Donc, c'est là que le bas blesse. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans la préservation du développement psychique de l'enfant, les professionnels concernés ne sont pas consultés, etc. Il y a un autre professionnel pédiatre et pédopsychiatre, Régis Bruno, qui a également fait un livre qui s'appelle Préserver l'innocence des enfants. Et lui, il parle beaucoup plus du développement psychique des enfants et ce qu'on doit être fait pour qu'ils soient absolument protégés. Nous sommes tous d'accord qu'il faut protéger les enfants, mais on ne protège pas les enfants en les exposant prématurément à des angoisses d'adultes concernant la sexualité ou en ou en classe, en groupe, en effractant leur vie intime. Alors, c'est un sujet très vaste.
j'invite les gens, puisque j'organise un colloque le 13 mai à Paris, on mettra le lien sur la dérive totalitaire envers les enfants à venir. On va l'aborder sous beaucoup d'angles. Il y aura des gens absolument fantastiques, comme effectivement donc Régis Bruno, comme donc Amandine Lafargue, comme Karina Terki, Karine Bayeux, Senta Dupuis, Cécile Maïchak qui a organisé aussi donc tous les témoignages des médecins, etc. Et nous allons aborder cette question de tous les angles par lesquels on en vient à soumettre. On essaiera de couvrir cet événement le 13 mai. On espère pouvoir y être. Quand vous parlez d'agenda 2030, parce que pour les gens, ce sont encore des concepts qui sont choquants aujourd'hui quand on entend mais là, vous avez une vraie crédibilité de par votre C'est pas ça, curriculum moi, vitae. j'étudie les textes officiels. Donc, dans les textes officiels, il y a Il un y a programme marqué cet agenda de qui a 2030. marqué santé sexuelle 2017-2030. Et Donc, quels sont les objectifs? Alors, allons alors, sur. les objectifs pour l'Europe concernent un texte qui s'appelle, donc tout ça, c'est dans mon livre, hein, l'imposture des droits sexuels. Ça a été énormément de travail. On est en train de finir la traduction en anglais. Il en a sa 5e édition parce qu'on est obligé tout le temps de revérifier les liens qui n'arrêtent pas de disparaître. Enfin, c'est terrible, je dis on, parce qu'il y a 2-3 personnes qui m'aident depuis le début, qui ont compris la gravité de la chose. C'est aussi une grande traversée du désert parce que personne n'a envie de s'attaquer au sujet vu les représailles que nous avons et qui sont réelles. Simplement, il y a un document qui s'appelle Standard pour l'éducation sexuelle en Europe. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ce Concrètement, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans cet agenda? Qu'est-ce qui est mentionné? Eh ben, alors, c'est tout simplement la sexualisation des enfants dès la naissance. Dans les textes, il n'y a pas marqué naissance, il y a marqué 0 ans, avec une matrice et des enseignements à donner qui sont dits obligatoires. Donc, quand les médias, depuis 2017, racontent que ce n'est qu'une charte et que ce n'est pas obligatoire, ils n'ont juste pas fait leur travail. Je suis désolée, mais si, c'est écrit que ça sera obligatoire, et c'est obligatoire par le biais de l'allégeance des États à l'OMS et le fait qu'ils devront payer des amendes, y compris si les lois internes des États ne souscrivent pas à la politique de l'OMS. Ça veut dire en clair qu'on a affaire à une grande entreprise de séduction pédophile, parce que parler de sexualité, transgresser le psychisme des enfants alors qu'ils ne sont pas mûrs, ça s'appelle la séduction pédophile. Je n'ai pas d'autres mots. Moi, je mets les mots juste là où il faut. Alors du coup, attendons, reprenons les choses pour essayer de comprendre ensemble et avec les auditeurs, essayons de comprendre tous ensemble. Donc par exemple, l'OMS, si on essayait de trouver un sens logique à cette organisation mondiale de la santé, eux, comment est-ce qu'ils présentent la chose? Est-ce qu'ils présentent que ça puisse avoir un intérêt, cette éducation sexuelle pour la Bien sûr, population? c'est pour la liberté et l'exercice de nos droits et de notre liberté. C'est-à-dire que pour notre liberté, l'OMS s'est introduit dans le psychisme de nos enfants pour les corrompre. Pour notre liberté, l'OMS nous oblige à jouir, parce qu'évidemment, il n'y a pas vraiment marqué d'autres options, et à jouir selon les critères de l'OMS. C'est-à-dire que les sentiments, l'amour, tout ça, il y a des positions qui sont indiquées et pas d'autres. Enfin, manifestement, ils ont des préférences aussi sur ça. Donc, c'est en fait le discours pervers par excellence. Et le totalitarisme, si on doit donner une définition, c'est la pénétration de l'intime et la maîtrise, le contrôle total sur la vie intime des gens. Donc, Et si on ils doit rendre présentent des ça aux parents. comptes aux Ils États, présentent ça aux parents comme si c'était la chose à faire pour leurs enfants. alors la présentation, elle est toujours idéale. C'est-à-dire la présentation, c'est pour que, voilà, prévenir le viol, prévenir de l'abus sexuel, prévenir de la pornographie. Donc, le grand discours, c'est parce que les enfants, vu que maintenant on est incapable de les protéger de l'accès à la pornographie, on va leur montrer la pornographie parce que c'est toujours mieux quand c'est nous qui les abusons. Au moins, on sait ce qui s'est passé. Hein. C'est le discours pervers par excellence. C'est-à-dire que là, nous avons affaire à des textes qui sont des discours pervers par excellence. Nous sommes plusieurs professionnels à le dénoncer. Régis Bruno a aussi mis les pieds dans le plat. Maintenant, moi qui connais très bien le coût des représailles, je comprends que beaucoup hésitent, mais il va falloir, parce qu'à un moment donné, ça parle aussi de notre responsabilité, pour le coup, pénale, de protéger les enfants et le futur et le psychisme des enfants, quelque chose qui doit nous en coûter. Et donc on présente cela aux parents comme si c'était la chose à faire. Vous dites là-dessus, en tant que psychologue, attention, il y a un danger pour les enfants. Quels sont les dangers de montrer une telle éducation aux enfants?
Le danger, c'est que on ne peut pas faire mûrir un fruit trop vite. Si on fait mûrir un fruit trop vite, on le transgresse. L'idéologie actuelle, c'est que l'enfant serait sexualisé dès la naissance. En fait, il y a une confusion. Il est sexué, il a une vie psychique, mais il n'est pas sexualisé. À partir du moment, et nous le savons très bien en expertise, justement, si on prend des expertises juridiques de transgression sexuelle, si un enfant a été transgressé, par contre, il est sexualisé. Effectivement, il va avoir de la masturbation compulsive. Effectivement, il va aller chercher l'adulte qui l'a transgressé. Un enfant qui n'est pas transgressé sexuellement, eh bien, un développement psychique normal, il doit passer par certaines étapes. Et ce n'est pas, encore une fois, comme le dit Régis Bruno, ce n'est pas parce qu'il a un zizi, par exemple, qu'il doit s'en servir au niveau sexuel. C'est comme le fait que le bébé, il a des jambes, mais il ne marche pas encore. Et tout ceci sont des étapes de maturation. À partir du moment où on vient sexualiser de façon précoce les enfants, en plus, sans respecter leur vie intime, c'est-à-dire mais qui accepterait d'un groupe en entreprise qu'on vienne vous parler de votre propre jouissance sexuelle, de ce qui vous, voilà, de ce qui vous fait plaisir, du plaisir à recevoir des caresses, parce que c'est de cette nature, hein, les enseignements. Alors, c'est encore une fois, moi, je ne me fonde que sur les textes officiels. Mais maintenant, on voit que ces textes commencent à être appliqués de plus en plus. Et ça, je laisserai aussi aux collègues et aux parents le soin de faire leur travail d'investigation. Mais on ne peut pas, parce qu'évidemment, les seules représailles qu'on a, les représailles immédiates qu'on a, c'est d'être accusé d'extrême droite, homophobe, etc. Je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Nous, on parle de la protection psychique des enfants d'un point de vue professionnel. Au départ, je suis psychologue de l'enfance, en particulier sur l'enfance maltraitée, c'est ma spécialisation en DESS professionnel. C'est aussi le cas de ma collègue Amandine Lafargue, c'est aussi le cas de Régis Bruno. Nous parlons en tant que professionnels du danger d'exposer les enfants à un discours sexualisé et à des images sexualisées de la part des adultes qui, en plus, sont des adultes ayant des fonctions d'autorité auprès d'eux. Et il faut savoir que ça peut complètement traumatiser et court-circuiter le développement psychique. Alors, pourquoi maintenant des enfants arrivent chez les psys avec des traumas de ce qui s'est passé en classe? Jusqu'à quand va-t-on continuer les expérimentations sur les enfants tous azimuts? C'est ça la question. Alors, c'est extrêmement intéressant ce que vous nous présentez aujourd'hui et surtout ces traumas. Vous dites qu'on vous traite d'extrême droite. Nous, notre journal a pu être traité d'extrême droite parce que nous sommes allés sur des sujets en essayant de creuser sur des sujets où aujourd'hui, finalement, les médias mainstream arrivent et puis disent, bon, bah, finalement, les médias alternatifs avaient raison d'alerter là-dessus, de donner la parole sur des gens qui ont été censurés très vite. Et aujourd'hui, on vous donne raison sur beaucoup de points que vous aviez soulevés, tout comme le professeur Luc Montagnier ou cela. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de cette utilisation de l'étiquette extrême droite ou d'autres étiquettes par les médias pour discréditer? Je pense que ça fait partie de procédés harceleurs qui font partie eux-mêmes des procédés totalitaires. Voilà, c'est-à-dire que de calomnier quelqu'un, de le censurer, de ne pas lui donner des droits de réponse. Moi, je me souviens quand je voyais les médias raconter n'importe quoi sur, entre guillemets, l'éducation sexuelle, qui est déjà un contresens en soi, hein, parce que éduquer à une pulsion, c'est quand même particulier. Rien que ça, ça ouvre des portes qu'on ne devrait pas ouvrir au niveau du langage. On devrait parler de protection des enfants, de prévention, mais pas d'éducation à la sexualité. Je pense qu'il faut vraiment que les gens ne s'accoutument pas à ces termes. C'est très important. Parce que ça met les adultes dans une posture d'initiateur. Nous n'avons absolument rien à initier de sexuel auprès des enfants, sous peine de les transgresser, c'est tout, et de transgresser leur vie intime. Ce sont des générations différentes, ils ont leurs expériences à faire, ils ont leurs découvertes à faire ensuite au niveau de l'adolescence. Et c'est précisément, j'ai envie à chaque fois de rajouter ça, parce que personnellement, je souhaite à tous les adultes d'avoir une sexualité épanouie, que je viens sonner une alerte depuis 2017 et je suis donc encore une fois pas la seule à sonner. On ne peut pas transgresser impunément et dissocier des psychismes en faisant n'importe quoi parce que tout simplement on croit à une idéologie ou qu'on applique encore une fois des ordres. Et ça, c'est quand même quelque chose de très problématique au niveau de la population, c'est cette capacité majoritaire d'appliquer des ordres sans réfléchir à ce qu'on est en train de faire. J'ai pris cet exemple, on a commencé sur la sexualité
ces dérives. Mais on peut parler du chauffage. Moi, combien de parents m'ont expliqué que cet hiver, il y a des enfants de maternelle ou des enfants de primaire qui ont été dans des classes où il faisait même pas 15 degrés et les instituteurs les obligeaient à enlever leur manteau par politesse. Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on est en train de faire? On peut parler aussi, il y en a d'autres qui le font, c'est pas le sujet sur lequel je vais parce que je ne m'estime pas, c'est pas mon champ de compétences, j'aime bien rester dans mon champ de compétences, mais on peut quand même parler de toute la problématique de la santé et des impositions d'intrusion médicale, de gestes pseudo-médicaux, etc. On nous raconte, Cécile Maïchak nous évoquait des obligations de mettre du gel hydroalcoolique sur des mains qui sont pleines d'eczéma des enfants. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? À quel moment on arrête la maltraitance? Et quand est-ce que les psys vont, à un moment donné, avoir un tout petit peu le courage d'assumer leurs responsabilités professionnelles? Ce que je dis, voilà. Et de vous les appeler à faire à adopter quel comportement les psys à venir. Vous dites à sur responsabilité. Simplement adopter des responsabilités professionnelles. Ma collègue Amandine Lafargue est en train de le faire. Régis Bruno l'a fait. Il y a un moment donné, c'est prendre aussi la parole pour rappeler tout simplement, quelles que soient les représailles qu'on va avoir, parce qu'on a une responsabilité professionnelle, de même que les médecins avaient une responsabilité professionnelle de soigner les gens. Et c'est bien ce que Luc Montagnier avait dit. Restez des médecins, soyez des médecins. Ne sortez pas de votre vocation, de ce pourquoi vous êtes engagés, parce que vous êtes des remparts pour la population. Eh bien, les psys, c'est la même chose pour la santé mentale des gens et des enfants en particulier, dont on voit d'ailleurs qu'elle se dégrade à vue d'œil. On a des explosions d'idées suicidaires qu'on n'a jamais vues chez les enfants. Mais à un moment donné, c'est la responsabilité des psys. Il y en a qui le font. Karine Bayeux, Amandine Lafargue, il y en a, j'en ai cité plusieurs et il y en a d'autres. Mais les autres, vous devez absolument vous positionner. Vous savez ce qu'est le développement psychique de l'enfant. Vous savez même qu'on ne peut pas les sexualiser prématurément en faisant des adultes en miniature et que ceci s'appelle effectivement une intention ou une pulsion ou une dérive pédophile. Alors, c'est extrêmement intéressant et il y a d'autres sujets que j'aimerais aborder tout de suite avec vous. On pourra revenir là-dessus parce que je pense qu'il y a encore beaucoup à dire et je comprends bien. Par exemple, est-ce que sur vous vous intéressez aussi en général au totalitarisme? Vous avez sorti ces livres qui étaient très intéressants sur l'ensemble de vos conférences sur le totalitarisme entre 2021 et 2022. Il y avait les chroniques sur le totalitarisme. Aujourd'hui, alors, rentrons vite dans le vif du sujet. C'était ma première question à la base dans cet entretien. Le 49.3, aujourd'hui, nous enregistrons cette émission. Nous sommes le vendredi 17 mars. Elle devrait être publiée la semaine prochaine. Mais donc, nous sommes au lendemain de l'annonce de l'utilisation de ce 49.3 par le Premier ministre sur les réformes. Vous qui vous êtes penché sur les dérives totalitaires, que pensez-vous de cette action du gouvernement? Donc, c'est dans la lignée de ce que ce président fait depuis des années, c'est-à-dire, on n'en a absolument rien à faire du peuple français, voilà. En fait, c'est la politique en espagnol, on dit aussi, c'est-à-dire, en fait, soit tu es d'accord, soit tu es d'accord. Donc, si tu n'es pas d'accord de façon à la méthode douce, tu seras d'accord à la méthode forte. Donc, ce sont des procédés totalitaires. C'est du gouvernement par décret dont parlait Hannah Arendt. Il n'y a plus aucune représentation légitime du peuple qui puisse s'exprimer. Les contre-pouvoirs ont été muselés ou infiltrés. Ceci, ça fait des années que c'est en place. Et précisément, les médias ou les gens qui pourraient avoir une pensée contestataire sont qualifiés de charlatans alors qu'ils ont des CV longs comme des... je veux dire, on est dans quelque chose de totalement frauduleux. Mais frauduleux au niveau politique, c'est-à-dire qu'au niveau politique, nous sommes dans un pouvoir qui n'en a absolument plus rien à faire et ne fait même plus semblant d'en avoir quelque chose à faire du peuple français. Alors pourtant, on voit encore beaucoup de gens, lorsqu'on va discuter de politique sur le terrain, quand on prend la caméra, quand on va sur le terrain, beaucoup de gens encore ne
On donne à la fois la parole à des personnes qui ont l'impression qu'effectivement il y a de la malveillance du gouvernement, et on dirait qu'il y a une deuxième catégorie de personnes qui ne croient pas qu'il y a cette malveillance. 3 ans après ces confinements, toutes ces politiques de pass sanitaire, qu'est-ce que vous pensez de cette cassure entre la population, de cette double catégorie? Des gens qui croient que le gouvernement n'est pas effectivement malveillant, par rapport à ce que vous dites. Je pense que c'est, si vous voulez, on vit dans une ère de mensonges depuis des décennies. Ces mensonges, pour certains, il y a une prise de conscience diverses et variées. Effectivement, par exemple, me concernant, de mettre le nez dans les textes de l'OMS, ça fait partie d'une très grande initiation. Pas la seule, mais bon. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a sur des populations en Europe qu'on a considérablement choyées, malgré tout, dans la suite de l'après-guerre, qui ont vécu les 30 Glorieuses, à qui on a insufflé des idéaux, plus jamais ça, le nazisme, plus jamais ça, etc. Une sorte de croyance idéologique que nous serions protégés, en sécurité, par nos valeurs, puis en plus, ce sont des discours qu'on nous serine toute la journée. Donc, et une accoutumance à ça, et une déshabituation des pratiques maltraitantes du pouvoir. Alors, quand elles surgissent, ces pratiques maltraitantes, il y a une incrédulité. C'est-à-dire, il y a une sorte d'impossibilité de déconstruire tous les repères dans lesquels nous nous étions construits, en particulier parce que ça impliquerait une telle remise en question que peut-être psychiquement, je ne vais pas survivre à cette remise en question. Donc, les gens qui sont pris dans, encore une fois, la croyance que nos gouvernants nous veulent du bien, sont d'abord dans un déni de réalité, parce que je crois que là, ce qu'on appelle un déni de réalité, c'est une impossibilité de voir la réalité telle qu'elle est, de l'analyser, même de façon rationnelle, dans ses incohérences, etc. Et de voir la violence des procédés de la part de ce gouvernement, par exemple, qui ne sont pas nouveaux envers le peuple. Mais il est vrai qu'on a commencé à avoir, avec les Gilets jaunes, des images quand même particulièrement effrayantes, tout à fait inédites pour des générations comme les nôtres qui avons grandi en France et qui étions habitués plutôt à un autre mode de relation entre le pouvoir et la rue, par exemple. Et là, c'est une grande bascule violente, autoritaire. Et donc, il y a eu des transgressions qui sont devenues de plus en plus autorisées, avec une érosion progressive, alors qui avance toujours masquée jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment avancée pour qu'elle soit dévoilée, une érosion progressive de nos droits. Je me rappelle, quand je travaillais dans les prisons, il y avait la loi de rétention de sûreté. C'était quelque chose qui était passé. Alors, c'était l'idée qu'on pouvait maintenir en prison quelqu'un qui avait purgé sa peine, ce qui contredit totalement en fait les principes de notre droit. Et c'était pareil, il y avait un tel déni. Il y avait quelques magistrats, le syndicat de magistrature qui avaient tenté d'alerter, etc. Et c'est en fait extrêmement grave, parce que ça veut dire qu'on garde quelqu'un sur une intention supposée de nuire qu'il pourra avoir dans le futur. On est complètement en train de bafouer les principes fondamentaux de notre droit pénal. Et ça n'avait suscité aucune émotion dans la population, parce que la population était dans une incapacité, une incrédulité de se dire que finalement, on était en train de basculer de régime. Et d'autant qu'en plus, on nous enrobe toujours ça. C'est sûr que le loup, il ne va pas venir nous dire qu'il va nous manger. Moi, j'adore ce conte du loup et des 7 chevreaux. Il va d'abord aller manger de manger de la craie, il va mettre de la farine sur ses pattes, il va essayer de se transformer pour nous faire croire qu'il est gentil. C'est ce que vous écrivez justement dans les conférences sur le totalitarisme. Vous dites, je cite, le totalitarisme. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'écouter François. Les individus sont-ils encore libres? Aujourd'hui, en France, nous allons avoir une grande discussion avec notre invité du jour sur le totalitarisme, surtout un sujet qui arrive à point nommé, puisque ce jeudi 16 mars, le 49.3 va être utilisé, c'est ce qui a été annoncé par le Premier ministre Elisabeth Borne sur le sujet des retraites, malgré des millions de personnes dans les rues après de multiples manifestations en janvier, en février, même sur ce mois de mars. Donc nous allons pouvoir parler de ça avec quelqu'un de très intéressant puisqu'elle est normalienne. Il absorbe l'image telle qu'elle est. Donc si on regarde, simplement je demande aux gens d'analyser la somme des images violentes qu'ils ont vues dans la journée, il y a quand même un paquet. Et ça, malgré tout. Et
entraîne ce qu'on appelle une désensibilisation, c'est-à-dire en fait ça nous neutralise au niveau émotionnel, affectif. Or, nous trouvons les ressorts de notre action envers les autres par rapport à notre empathie. Donc, si nous n'avons plus d'empathie, nous sommes désaffectivés, mais effectivement, nous sommes entre guillemets zombifiés, pour prendre un terme un peu actuel. Donc, en clair, si par exemple, vous êtes habitué à avoir énormément de violence et d'images d'agression à la télévision, par exemple, qu'on vous passe en boucle, ben, le jour où vous allez voir une vraie agression devant vous, vous allez être tout aussi désensibilisé. Et donc, c'est pas du tout anodin. Il faut regarder quelle est la nourriture intellectuelle et émotionnelle qui est proposée aux gens. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a des mécanismes très connus quand même en manipulation de masse. Là aussi, les psys, censés quand même. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'écouter François. Les individus sont-ils encore libres? Aujourd'hui, en France, nous allons avoir une grande discussion avec notre invité du jour sur le totalitarisme, surtout un sujet qui arrive à point nommé, puisque ce jeudi 16 mars, le 49.3 va être utilisé, c'est ce qui a été annoncé par le Premier ministre Elisabeth Borne sur le sujet des retraites, malgré des millions de personnes dans les rues après de multiples manifestations en janvier, en février, même sur ce mois de mars. Donc nous allons pouvoir parler de ça avec quelqu'un de très intéressant puisqu'elle est normalienne, philosophe, psychologue, clinicienne, docteur en psychopathologie et auteur de nombreux ouvrages. Le CV est long pour Ariane Biéran. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Romain, merci beaucoup pour l'invitation. C'était un plaisir. J'ai une première question. Je voudrais que l'on revienne sur pourquoi vous êtes penché en tant que psychologue, en tant que philosophe, sur ces thématiques-là. Avant ma première question, tout d'abord, voilà, quelles ont été vos motivations à aller sur ces sujets-là, qui ne sont pas des sujets anodins? Absolument. En fait, ce qui n'est pas anodin, c'est que ça survienne dans notre vie aujourd'hui. Disons que depuis toute petite, moi, je suis née dans une banlieue compliquée. J'ai vécu en cité du 93, donc j'avais une famille assez dysfonctionnelle. Voilà, donc j'avais déjà beaucoup de questions toute petite sur les abus de pouvoir, sur les exclusions, pourquoi on exclut certaines contextualisées dans un espace, on prend de la distance, et dans une chronologie, mais finalement, ce gouvernement, il y a 2 mois, il nous disait ça, puis finalement, il nous dit ça, etc. Or, comme on est aussi dans un moment du média zapping, eh bien, les gens ne se souviennent plus ce qui s'est dit il y a 2 mois, ce qui s'est dit il y a 3 mois. Donc, peu importe, au final, qu'on leur mente, ils sont ballottés au gré de l'information. Il y a bien d'autres facteurs, mais je donne cela parce qu'ils me paraissent quand même être de l'ordre de l'accoutumance quotidienne. Et je dirais, tant du côté des médias officiels que des médias dits alternatifs qui vont finalement, pour beaucoup, fonctionner sur le sensationnel et mettre les gens dans le même état. Or, quelqu'un qui est angoissé, il a tout simplement perdu sa faculté, son raisonnement critique. Et l'écrivain Kessler le disait très bien, il le disait à partir du moment où on met les gens dans la peur, on entraîne chez les gens des réactions stéréotypées. Donc, il suffit de les mettre dans la peur et ensuite de leur dire « Ah, ben, je vais te sauver de la peur que je viens voilà, Donc cette peur panique que l'on peut ressentir même chez les médias alternatifs, donc finalement il faudrait proposer essentiellement des images apaisées à la population pour pouvoir se mettre à réfléchir et aller de l'avant. Je crois que même il faut se méfier du règne de l'image. Je crois, moi, Sans parler d'image, mais il faudrait proposer des informations ou des connaissances de manière apaisée. Je pense, parfois je collabore j'écris dans l'Antipresse et la posture de Slobodan Despot est très pertinente de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'il encourage les gens à les lire. C'est-à-dire pas seulement à aller regarder des vidéos. Je peux vous raconter ce que je veux dans des vidéos sur les questions des textes de l'OMS. Si vous allez lire mon livre, vous allez prendre le temps de comprendre, vous allez prendre le temps d'assimiler une vidéo, on passe à autre chose. Et on n'a pas eu le temps d'emmagasiner, d'assimiler et de soi-même avoir une posture réflexive par rapport à un support qui est l'écrit, c'est-à-dire la langue, c'est-à-dire déjà une forme d'abstraction. L'image, on n'est pas dans une forme d'abstraction. Et je pense que tout ça, c'est extrêmement important de regarder aussi quel type. Bien sûr, bien sûr que tout peut être intéressant et tout peut être utilisé, mais d'encourager les gens à aller lire, de pouvoir faire des analyses approfondies de certains sujets,
C'est-à-dire qu'on sort de l'opinion. La question, encore une fois, c'est si on prend les textes de l'OMS, qui les a lus en entier et vu les nœuds au cerveau que personnellement ça a pu me donner, alors que moi j'ai quand même l'habitude des rhétoriques entre guillemets perverses, que c'est mon travail, c'était mon travail aussi, ça allait toujours d'expertiser la perversion, la manipulation. Euh, si déjà on comprend la confusion de ces textes, et parce qu'on y va, parce qu'on va se renseigner soi-même, parce qu'on se responsabilise aussi par rapport à l'information qu'on reçoit. Je pense que tout ça, la fonction d'un média, c'est de médiatiser l'information, de la rendre accessible. C'est pas de la censurer ou de la déformer. Et c'est aussi la possibilité de laisser à l'autre son libre arbitre par rapport aux éléments qu'on lui donne. Et ça n'exclut pas la subjectivité du journaliste, d'ailleurs, qui peut être très précieuse dans sa façon de vivre ou de sentir que quelque chose là pourrait être beaucoup plus important. Mais ce n'est pas une subjectivité qui doit être imposée comme une vérité. Comment est-ce que vous verrez un monde médiatique? Alors, réfléchissons, comment est-ce que vous verrez un monde médiatique idéal ou qu'est-ce que vous souhaiteriez? Puisque, par exemple, dans un monde comme aujourd'hui, lorsqu'on traite et notamment de ces problématiques de totalitarisme et que l'on essaie d'alerter là-dessus, que l'on donne, par exemple, si on fait un regard sur notre travail ici à François, si l'on donne la parole à nombre de lanceurs d'alerte, puisqu'il y a nombre de lanceurs d'alerte, finalement, euh, tout de suite, on peut contribuer à ce climat anxiogène. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait médiatiquement pour créer quelque chose où à la fois nous restons en alerte, puisque si je pose la question, c'est que aussi les gens parfois ne réagissent pas tout pendant qu'ils ne sont pas dans la panique. C'est ça qui peut être intéressant si on réfléchit, si on analyse les lecteurs et les auditeurs. Oui, alors ça, c'est très juste. Mais c'est peut-être. Alors, il y a la responsabilité des médias officiels qui utilisent le sensationnel et la panique comme pour faire du business. On ne parle même pas de politique, puisque ces médias Mhm. sont très loin d'être indépendants. De toute façon, il faut C'est un toujours. commerce de la peur. C'est un commerce de la peur et c'est un commerce politique. Le commerce de la peur sert le commerce de la prise de pouvoir totale sur les populations. Voilà, ça me paraît assez évident. Maintenant, il y a beaucoup effectivement de personnes qui sont aussi, ça c'est très juste, dans le confort, c'est-à-dire le confort de ne pas, parce que ça pourrait être trop douloureux d'aller regarder des choses sous un certain angle. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a des tempéraments comme le mien qui aiment bien aller jusqu'au fond des choses de façon très aventurière et parfois ça leur coûte très cher, se brûlent les ailes. Et puis, il y a des tempéraments qui sont plus peureux et qui n'y vont pas et qui attendent que les autres fassent pour eux. Mais je crois qu'avec la question totalitaire, comme je l'ai déjà dit, vu que c'est une logique de gouvernance à l'arbitraire, encore une fois, ça frappe tout le monde de façon un peu aveugle. C'est-à-dire qu'au départ, on a l'impression qu'il y a une logique, mais au final, il n'y en a plus du tout. Et regardons par exemple la destruction des soins pour la population. Euh, Finalement, aujourd'hui, on est bien d'accord que c'est tout le monde qui est en train de pâtir de cette affaire. C'est pas seulement une catégorie de la population à laquelle on va interdire des soins parce que, soi-disant, elle s'est mal comportée. Donc, il y a une volonté de prise de contrôle sur les populations. Mais il y a une responsabilité de chacun. Alors, souvent, je dis que ceux qui n'apprennent pas par la théorie apprendront par l'expérience. Et il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de faire l'expérience pour comprendre à quel point un pouvoir peut être malveillant et que même, c'est l'hypothèse de base à formuler. C'est l'hypothèse de base à formuler, c'est qu'un pouvoir, il a beaucoup plus de chances de devenir déviant que de ne pas le devenir. Et c'était quand même la base justement, en tout cas de l'idéal de nos systèmes politiques, c'était de pouvoir avoir des contre-pouvoirs qui mettaient des freins à n'importe quel individu parce que la nature humaine est ainsi. C'est-à-dire que la nature humaine est ainsi. C'est-à-dire, Romain, on vous donne le pouvoir, ou moi, on me donne le pouvoir. Si nous ne sommes pas contre-balancés, nous pourrions tous glisser. On abuse. Et donc, c'est exactement, donc ça pose toujours la question totalitaire, et c'est vraiment le sens du travail que je fais.
ne pose pas seulement la question des puissants qui seraient fous, alliés, que j'appelle moi les passionnés du pouvoir, et qui seraient complètement à la dérive. Elle pose la question de comment en sommes-nous au niveau systémique, au niveau collectif, arriver à ce que des profils comme cela puissent avoir les pleins pouvoirs. C'est bien que nous ne leur avons pas mis de limite. Et ça, c'était une leçon que j'ai bien comprise, parce que dès le départ, quand je suis allée en entreprise et que j'ai analysé les plaintes de harcèlement qui pouvaient être vraies, pouvaient être fausses. Enfin, il y avait des instrumentalisations, il y avait plein de situations. Donc, effectivement, je faisais des enquêtes et et je faisais des enquêtes assez approfondies, évidemment. Et je m'étais rendu compte qu'il y avait, à chaque fois, j'avais fait un article d'ailleurs pour ça, je crois que c'était pour les cahiers une revue de facteurs de risques psychosociaux. Et je m'étais rendu compte que finalement, dans toutes les situations où il y a du harcèlement, ou de l'utilisation du terme harcèlement pour harceler quelqu'un, parce que souvent il y a des choses comme ça, eh bien en fait il y avait un problème au niveau du terrain collectif. Il y avait quelque chose qui ne fonctionnait plus, c'est-à-dire que toutes les instances de régulation ne fonctionnaient plus. Soit on avait basculé dans quelque chose de très autoritaire du point de vue de l'entreprise, et donc presque le harcèlement était encouragé comme un mode de management pour, bon, il faut quand même que ces salariés ils aient du rendement. Ou au contraire, c'était ça le plus intéressant encore, c'était quelque chose de laxiste, où il pouvait exister des soi-disant traites, mais elles n'étaient jamais appliquées. Donc la personne, quand elle commence à glisser, eh bien, elle ne se rend même pas compte parfois qu'elle a commencé à glisser, qu'elle a pris trop de pouvoir, alors que si elle rencontrait immédiatement une limite de régulation du collectif, de son chef, de DRH, de ce qu'on veut, on n'aurait pas basculé. Et à un moment donné, j'avais une prise de bec avec un DRH, il y a des années, un grand DRH, et il m'avait dit, oh, mais quand même, je ne vais pas me fatiguer, Ariane, je vais pas me... Moi, je gère de la quantité et je ne vais pas m'embêter pour un cas de harcèlement dans mon entreprise. Sauf que ce qu'il n'avait pas compris, c'est que s'il y avait un cas visible de harcèlement, c'est que c'était comme un symptôme d'une maladie qui allait se répandre, qui est en train, d'ailleurs, qui n'a pas manqué de se répandre au niveau de son entreprise, parce que ça voulait dire qu'il y a un moment donné, si ça avait été possible à un endroit, ça l'était à un autre. Et c'est ça, la régulation. Donc, le totalitarisme, c'est il n'y a plus aucune régulation des institutions. On voit bien que les syndicats sont tous soumis et courbés, infiltrés. Il n'y a plus de régulation dans la population et il n'y a plus qu'un affrontement contre un pouvoir qui veut et qui aspire à une domination totale sur la vie des individus jusqu'à leur vie intime, jusqu'à ce qu'ils sont en train de faire dans leur lit. Ça, c'est les droits sexuels de l'OMS. Et à partir de là, une population qui devient de plus en plus en défense parce qu'elle n'a plus ces régulations qui peuvent être aussi juridiques. Et on voit bien que là, si on revient sur l'histoire du 49.3, eh bien, en fait, la loi sert à persécuter le peuple. C'est tout. Elle ne sert plus à le protéger. Elle n'en est plus l'émanation de la volonté populaire. C'est pas vrai. Dans son exercice et dans son exécution, c'est pas vrai de la part du pouvoir. Ce sont vraiment des discussions extrêmement intéressantes et on arrive vers la fin de cet entretien. Ça fait 40 minutes à peu près. On avait dit qu'on ferait ça d'entretien. J'ai encore au moins deux questions pour vous pour qu'on finisse sur quelque chose de plus de positif, même si c'est important d'aborder cela et on serait ravis de vous recevoir une deuxième fois pour approfondir cette question du totalitarisme en France et puis peut-être parler au niveau plus large, parce que dans vos livres, vous parlez notamment d'un nouvel ordre mondial, si je ne me trompe pas. Donc, ce serait intéressant de voir. Vous n'êtes pas la seule aujourd'hui à parler de ça. C'est pas moi qui en parle. Ce sont les dirigeants politiques. Moi, je ne fais que retranscrire leurs paroles. Bien sûr, c'est dans les sources officielles. Et donc, du coup, alors, on reviendra, on en reparlera ensemble, on verra ensemble ce qu'ils disent. Pour l'instant, je voudrais finir sur cet entretien. Juste avant ma dernière question, vous avez parlé que vous étiez brûlé les ailes, justement, en parlant, en ayant ce discours engagé. Qu'est-ce qui vous est arrivé quelle misère vous ont-ils fait? Et qui vous les a fait? Si on parle juste des droits sexuels, j'ai eu énormément de On parle de tout. représailles. J'ai eu mais du tout, il m'arrivait des tas de choses d'être assez aventurière pour aller voir les égouts. C'est-à-dire que quand on va regarder ce qu'il y a il y a des gens qui n'ont pas du tout envie. Il y a un dirigeant d'entreprise qui m'avait dit, c'est pas grave s'il y a des cadavres dans le placard du moment qu'on n'ouvre pas les placards. Moi,
Et moi, Oh. je suis comme Ariane dans Barbe Bleue, je vais ouvrir les placards. Donc, c'est vrai que le prix à payer, des fois, il est assez cher et j'essaye de maintenant d'arrêter de vouloir absolument aller ouvrir les placards ou les KGB parce que finalement, je sais que maintenant, ce que j'ai acquis, c'est que dans à peu près n'importe quel KGB ou placard, il y a des cadavres. Donc, voilà, c'est la certitude. Donc, au niveau de, donc, en gros, hein, c'est vrai que je dis souvent que le Covid a été une promenade de santé par rapport à moi. Je sais que là, en reprenant ce sujet, sur les droits sexuels, ça va être encore, parce que je pense que c'est un sujet fondamental. Le fait de traumatiser les enfants dès le plus jeune âge, en abusant de fonctions d'autorité et soi-disant sous de bonnes intentions, va créer des dommages psychiques extrêmement lourds à réparer. C'est-à-dire, il faut peut-être 5 minutes pour traumatiser gravement quelqu'un et combien d'années pour le sortir d'un trauma. Et tout ça m'effraie. Et je pense qu'il faut prendre la conscience de la gravité de toutes ces expérimentations. Donc moi, j'ai subi de la censure, j'ai subi des menaces, y compris de menaces de mort. J'ai subi euh, des représailles également sur ma famille. Voilà, bon, je subis un tas de choses très, très désagréables. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en plus, vu que manifestement, personne s'en intéresse ou très peu de gens, très sincèrement, je me suis un peu retirée du sujet en me disant, euh, pourquoi j'irais me sacrifier si en plus, il n'y a aucun écho dans la population et que même des gens qui devraient regarder, des directeurs d'école, etc., qui devraient regarder mes textes parce que le minimum qu'on puisse quand même faire, c'est aller lire et se rendre compte de ce que je dis. Et puis, exercer son esprit critique. Si on n'est pas d'accord avec moi, on peut discuter. Il n'y a pas de problème. Mais ne pas vouloir mettre le nez dans le sujet, je me suis dit, voilà, j'ai eu à l'époque, il y avait quelques collègues extrêmement courageux. Je vais citer Marie-Catherine Thévenet aussi, qui a pris des positions extrêmement courageuses. Mais j'ai été aussi très, très déçue par beaucoup de collègues, dont certains voulaient y aller, mais ne voulaient pas y aller, enfin avec des postures de peur et des postures de paradoxe. Et des postures parfois aussi paradoxales, tout simplement. Mhm. C'est-à-dire, voilà, et je crois que c'est ce que nous devons rechercher, ce sont les incohérences, les paradoxes, aller au fond des choses. Qui finance cette affaire? Depuis quand ça existe? Pourquoi ça a été mis en place? Quelles sont les références dites scientifiques? Moi, ce travail, je l'ai fait. Et je le donne voilà, volontiers aux gens. Il y a encore des vidéos sur ma chaîne YouTube qui ne sont pas totalement censurées. Euh, et que les gens aillent prendre ce travail-là, c'est important qu'ils se rendent compte, voilà. Et donc, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup coûté. Je ne suis pas la seule chose. Ça n'a pas été la seule fois où ça m'a coûté d'aller ouvrir des plaques. Ce n'est qu'un échantillon. Pour terminer cet entretien, j'aime toujours finir les entretiens sur, sur une vision positive et sur comment est-ce qu'on peut avancer, comment est-ce que l'on peut, et les gens qui vous suivent, comment est-ce qu'ils pourront avancer, ceux qui sont dans votre courant de pensée, vos lecteurs et vos futurs lecteurs. Aujourd'hui, on a parlé de panique, on a parlé d'apaisement. Qu'est-ce qui, selon vous, aujourd'hui, quelle est soit, alors, vous répondez à ce que vous voulez, quelle est soit votre vision d'un idéal, qu'est-ce qui peut être un idéal en société pour demain, soit pour sortir de ce totalitarisme ou en général, qu'est-ce qui peut nous permettre, quelles sont les prochaines étapes pour aller vers une société plus apaisée? Alors, je crois qu'on a tout le collectif à refaire, c'est-à-dire toutes les valeurs. C'est du travail. Ah ben oui, on n'obtient rien sans effort, hein. Ou alors ça n'a pas vraiment de valeur non plus. Je crois que nous avons toute la vie en collectivité à refaire, à reprendre dès le départ. Alors c'est le mérite de toute cette période que nous traversons, quelles sont nos valeurs profondes? Est-ce que la civilisation, c'est la loi du plus fort, la compétition, je bouffe mon voisin, je fais de la délation, euh, et, euh, et à qui survivra dans cet échantillon? Ou est-ce que la civilisation, c'est euh, la protection des plus vulnérables? Donc, ça veut dire que les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées, euh, toutes les personnes plus vulnérables sont protégées
par les personnes moins vulnérables. Est-ce que les personnes moins vulnérables sont aujourd'hui d'accord avec ça ou pas? Ou est-ce que, pas grave, je passe et je t'écrase? Ça, c'est une question fondamentale. Après, une deuxième question fondamentale au niveau des valeurs, c'est euh, comment on structure le collectif? Qui, encore une fois, je vais réexpliquer ça, en tout cas, c'est mon point de vue, mais je me donne toujours le droit d'évoluer par rapport à ça. Je pense qu'il y a très, très peu de gens qui sont capables de vivre collectivement de façon libre, c'est-à-dire dans le respect des règles implicites entre chacun. Je pense que c'est vraiment très peu de gens. Donc, en fait, la majorité des collectifs ont besoin de chefs. La question, c'est pas le fait d'avoir un chef. Parce qu'un chef, ça peut être tout à fait nécessaire pour organiser un travail, pour organiser une situation, pour répartir des tâches, pour simplement harmoniser voilà, ce qui se passe, réguler des tensions qui peuvent se passer entre des personnes. La question, c'est quel type de pouvoir, avec quelle régulation? Et donc, quelles sont les régulations que nous pouvons ou devons remettre en place? Et moi, je pense on doit reprendre toujours les choses dans l'ordre. Ça commence par l'individu. Un collectif, il est fait d'individus. Donc, ça commence par des individus. Dans tout mon travail, j'ai démontré que si les collectifs régressent et les individus se retrouvent pris dans des situations où ils sont euh, justement conduits à avoir des pratiques et des agissements qui ne leur correspondent plus, qui peuvent même être eux-mêmes très transgresseurs, eh bien, c'est parce qu'ils se sont laissés régresser. Donc, ils se sont laissés régresser dans de l'angoisse, dans la soumission à celui qui harcèle le plus, à celui qui fait le plus peur, etc. Or, celui qui fait le plus peur, en général, c'est celui qui a le plus peur. C'est-à-dire qu'en laissant le pouvoir à des tyrans, on laisse le pouvoir à celui qui a le plus peur de tous. Parce qu'un tyran, c'est quand même, il est ravagé de peur. Hein. Donc, ça peut pas être bon, quoi, un pouvoir qui est exercé par quelqu'un qui est ravagé d'angoisse. Donc, tout ça, c'est quelle est la nature du pouvoir? Moi, je pense que l'idéal libertaire de se passer de chef est vraiment valable pour un tout petit nombre de gens extrêmement évolués. Ce n'est pas valable pour la majorité de la population et ce n'est pas valable pour des grands groupes. Donc, c'est valable que pour des tout petits groupes. Donc, en fait, à partir de là, on est obligé de réfléchir aux conditions d'exercice du pouvoir. Donc, ça fait des années, j'avais écrit un livre qui s'appelle Psychopathologie de l'autorité, justement. C'est quelles conditions on exerce et quel est l'avantage et le caractère indispensable qu'il y ait une autorité qui régule les relations humaines et qui régule les débordements. Mais cette autorité, elle peut être collective. Il faut un chef qui soit apaisé, qui n'ait pas peur, qui ne soit pas autoritaire. Il faut un Soit dans chef la qui bienveillance, organise. Tu sais. qui soit dans la bienveillance. Ce chef, il faut qu'il ait des contre-pouvoirs. Les contre-pouvoirs peuvent être spatiaux, je veux dire dans le sens tout simplement des chocs à un moment donné. Les conflits, c'est très constructif. À un moment donné, bah, tu marches pas sur cette plate-bande-là parce que ça, c'est là, ça, c'est chez moi, etc. Tout ça, c'est très constructif. Le conflit est constructif. Euh, et qui soit aussi des régulations temporelles. Hein, parce que si vous laissez quelqu'un exercer le pouvoir pendant 50 ans, il va finir par avoir aussi quelques petites vices de forme. Quoi, hein. Donc, et puis, au-delà de ça, laisser... ça, c'était les philosophes, c'est Platon qui disait ça, il faut mettre au pouvoir des gens qui n'aiment pas le pouvoir. Évidemment, ils n'en veulent pas, donc c'est toujours très compliqué, mais au moins, on a moins de chances de dérive, on va dire. Mais le pouvoir, en tant que tel, n'est qu'une place au service du collectif. C'est là où on a aussi quelque chose à repenser dans nos vies collectives. Quelqu'un qui, normalement, est au pouvoir, est au service du bon fonctionnement du collectif. C'est quand même le sens étymologique de ministre, hein, serviteur du peuple. Juste pour info. J'aime bien rappeler ça. Euh, donc, s'il n'est pas au service, eh bien, il est dans l'abus de pouvoir. Donc, effectivement, il faut le... Voilà. Mais Mais aujourd'hui, comment on pourrait avoir ça? C'est quelque chose qui serait qui est intéressant. Alors, non, c'est peut-être une question idiote, mais je la pose quand même. Mais aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui peuvent être jaloux en général. Ils n'ont pas. On peut imaginer des gens qui ne sont pas dans la capacité. Voilà, on peut se permettre de penser. Vous dites que tout le monde n'est pas capable aujourd'hui d'être libre. Je crois que c'est comme ça que vous l'avez dit. Et si ces gens-là idolâtrent quand même
le fait d'être beaucoup de gens qui idolâtrent les surdoués, qui idolâtrent les chefs, qui se disent, bon, bah, voilà, si je ne suis pas ça, je me rabaisse, et qui, du coup, vont essayer de rabaisser le chef. Comment est-ce que dans ces cas-là, on peut imaginer? Est-ce que c'est Bah, une pensée pertinente? c'est tout le travail. C'est-à-dire que je pense que si on parle des collectifs ou du travail que nous allons faire pour les collectifs de demain, ça part d'abord de nous-mêmes, ensuite de nous-mêmes dans notre petit clan autour de nous, puis de nous-mêmes dans une communauté locale, etc. C'est-à-dire qu'il faut revenir aux fondamentaux. Le fondamental à l'intérieur de soi, cette affaire d'idolâtrie, très problématique, parce que l'idolâtrie, ça vient mettre à la place d'une idole, justement, pour éviter de prendre soi-même des responsabilités. C'est l'autre qui va venir nous sauver, c'est l'autre qui va faire ceci, qui va faire cela. Et ça a pour effet de tordre celui qui effectivement pouvait ne pas être tordu au départ, et à force d'être idolâtré par. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui n'émane pas simplement de celui qui prend le pouvoir, c'est quelque chose qui vient ensemble. Si quelqu'un a déjà des fragilités au niveau de l'image de soi et qu'on vient l'idolâtrer 24 heures sur 24 et que jamais on lui pose des limites, eh bien on va le tordre. Et ça vient bien de l'ensemble du collectif. Alors que si on lui avait dit, bon, attends, là, ça va bien, tu déconnes, puis voilà, ça dure 5 minutes, la chose, elle est régulée au niveau du collectif et on repart sur autre chose et tout le monde a été remis à sa place. Moi, j'ai entendu des choses, effectivement, comme, oh, ben, un tel a besoin d'être très narcissisé, on va prévoir de lui faire un grand discours et tout ça. En fait, s'il a besoin d'être narcissisé, c'est qu'il a déjà des problèmes et que c'est pas la peine d'en rajouter. En fait, c'est justement cette régulation du collectif dont je crois, au fur et à mesure, avec l'isolement des rapports sociaux dont parlait Hannah Arendt, on s'est déresponsabilisé. C'est-à-dire qu'on attend toujours que ça soit le tiers. Euh, Là, sur les situations qu'on m'a rapportées par rapport aux enfants, par exemple, donc les enfants sont amenés chez le psy. C'est le psy qui doit faire office de tiers. Mais à un moment donné, les parents peuvent aller aussi directement parler, essayer de discuter avec l'instituteur, avec l'infirmier scolaire. Mais est-ce que vous vous rendez compte, mon enfant n'est pas bien, etc. Remettre du dialogue, remettre aussi de la prise de conscience en assumant soi-même et en arrêtant de vouloir systématiquement déléguer aux autres la prise de responsabilité. Et ça, c'est vraiment, on ne pourra pas reformer des collectifs sains si à chaque fois on pense que la responsabilité, ça va être l'autre qui va l'assumer. En fait, ça ne peut pas. Et le totalitarisme, il nous appelle à ça, à reprendre chacun nos responsabilités. Ariane Billeron, merci en tout cas beaucoup d'avoir partagé ces connaissances avec nous aujourd'hui. Et je pense on est allé sur un dixième, voire beaucoup plus des sujets qu'on pouvait aborder. Et j'espère qu'on pourra refaire un autre entretien là-dessus. Mais merci en tout cas d'avoir partagé ce moment. Merci beaucoup et rejoignez-nous le 13 mai. Le 13 mai. Et vous pouvez aussi retrouver tous les ouvrages d'Ariane Billeron. Il y a notamment Le Débat interdit qui était sorti l'année dernière, si je ne me trompe pas, avec Vincent Pavant, qui était très intéressant. On mettra tous les liens avec l'article qui est lié à cette vidéo sur françois.fr. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez la partager sur tous vos réseaux, ça nous aide énormément. Et François appartient exclusivement à ses lecteurs. Donc vous pouvez nous faire des dons sur françois.fr/soutien. Merci à vous. Au revoir, Ariane Billeron. Au revoir. Au revoir.